Française, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'un an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. À partir du 9 novembre et pendant plusieurs semaines, des centaines de sacs postaux parviennent à Colombey-les-Deux-Églises. La poste du petit village est submergée en quelques jours par cet afflux impressionnant, à tel point qu'il faut momentanément renforcer le personnel en place. Tous les correspondants, presque sans exception, ont conscience d'appartenir à une foule innombrable. Veuillez permettre à une Française parmi des millions de Français de vous exprimer le cruel déchirement que lui a causé la nouvelle de la mort du général de Gaulle. Il s'est alors produit en elle une profonde détresse et une souffrance qui jamais ne se cicatrisera. Comment oublier ces sombres journées de juin 40 où derrière les fenêtres passaient inlassablement, jour et nuit, les armées françaises en pleine déroute. Et puis un jour, dans ce déchirement, a retenti une voix lointaine et ferme, disant ce que l'on avait besoin d'entendre, ce que l'on osait souhaiter dans le secret de son cœur. De cette heure sacrée, je suis devenu fidèlement et inaltérablement gaulliste. Ce grand et pur Français, le plus pur à coup sûr qu'ait connu notre pays, a toujours été l'étoile lumineuse qui a guidé ma vie en toutes circonstances. J'ose espérer, madame, que vous voudrez bien me laisser vous exprimer, avec ma reconnaissance et mon respect pour le rôle que vous avez toujours rempli auprès du général, la déférente expression de mes sentiments de douloureuse et respectueuse condoléance. Beaucoup de signataires vont jusqu'à s'excuser d'ajouter une lettre à des milliers d'autres. Je me permets de vous écrire et je vous prie de m'en excuser. Je suis une Française comme tant d'autres, d'une situation bien modeste. Mais actuellement, la France entière n'a qu'un même cœur pour vous présenter nos condoléances attristées, mais aussi toute notre fierté. Un agent SNCF de la gare Saint-Lazare à Paris termine ainsi son courrier. J'espère, Madame Charles de Gaulle, que vous voudrez bien excuser la liberté que je prends en vous écrivant cette lettre, car vous en recevez sûrement des centaines de milliers. Ne risque-t-on pas d'accabler Madame de Gaulle avec une missive supplémentaire ? Ne vaut-il pas mieux attendre que le flot de lettres se soit un peu tari pour s'adresser à elle ? C'est la stratégie de plusieurs personnes qui expliquent avoir attendu décembre pour venir dire leur peine. D'autres, d'emblée pessimistes, sont convaincus que leur lettre ne parviendra jamais à la veuve, ce qui ne les empêche pas de lui écrire malgré tout. Ce frère missionnaire des campagnes, par exemple, n'est guère habité par l'espérance. Je ne me fais aucune illusion.
Votre courrier est si abondant que vous ne lirez pas ce mot. Un autre est tout aussi dubitatif. Je suis certain que ma lettre ne vous parviendra jamais. Il est difficile de dire la proportion de lettres qui ont en effet été lues par Yvonne de Gaulle. Dans les archives, plusieurs dossiers portent au crayon bleu la mention « R », qui signifie « répondu ». Il s'agit des centaines de courriers auxquels elle a adressé une réponse personnelle. Les réponses sont restées en possession des destinataires. Il n'existe pas de copie. Mais Yvonne a annoté certaines de ces lettres de sa main. Elle remercie aussi celles et ceux qui ont remis de l'argent. Par exemple, cette femme qui l'a pris d'accepter un très petit mandat. Vous en disposerez à votre choix, soit quelques fleurs au monument aux morts de Colombey, ou en ajoutant une petite gâterie supplémentaire aux personnes malchanceuses dont vous vous occupez certainement. Ou encore la délégation de l'UJP, l'Union des Jeunes pour le Progrès, dans le Nord-Pas-de-Calais, la région d'origine de Madame de Gaulle. Suivant votre désir, nous vous remettons en lieu et place de la gerbe prévue la somme correspondante pour les œuvres de la Fondation Anne de Gaulle. Cette fondation, située au château de Vercœur, dans la vallée de Chevreuse, a été créée en 1946 par Madame de Gaulle pour prendre soin de jeunes filles handicapées mentales. En marge de la lettre de l'UJP, Yvonne note « Le don sera remis pour l'arbre de Noël » et elle adresse un courrier aux généreux donateurs. Parmi les lettres auxquelles elle répond figurent également celles en provenance de personnes que le couple de Gaulle a fréquentées par le passé. Parmi tant d'autres, un ancien du 19e bataillon de chasseurs de Trèves reçoit une réponse. De Gaulle avait commandé cette unité en 1927. Un autre de ses anciens subordonnés a droit à un petit mot. Il était officier au 507e régiment de chars de combat de Montigny-lès-Metz que commandait le colonel de Gaulle en 1937, puis est entré dans les forces françaises libres. Autre souvenir, lorsqu'il était en poste à Wangenbourg pendant la drôle de guerre, de Gaulle était hébergé dans la maison de la famille Rèbre. Marius, un des enfants du couple, envoie en 1970 une lettre de condoléances. Il était infirme à l'époque et il se souvient du livre que de Gaulle lui avait offert pour Noël 1939. Dans la marge de sa lettre, Yvonne note « Je me souviens d'avoir choisi ce livre. » Notons aussi, même si c'est plus anecdotique, qu'Yvonne répond au directeur du Bon Marché qui lui avait transmis les très respectueuses condoléances du personnel et de lui-même. Elle était une fidèle cliente du grand magasin parisien. Plus d'une centaine d'anciens combattants reçoivent une réponse de Madame de Gaulle. L'inventaire complet serait fastidieux à énoncer, mais on peut citer à titre d'exemple un croix de guerre 39-45 et médaillé de la Résistance, un Lyonnais qui a répondu à l'appel du 18 juin à l'âge de 15 ans, une Parisienne combattante volontaire de la Résistance, un ancien sous-officier dans les forces françaises libres en poste à Brazzaville en 1944-45, un ancien de la première armée française ou encore une Mulhousienne rescapée du camp de concentration de Ravensbrück, dont les parents, dit-elle, furent les premiers déportés d'Alsace. Beaucoup des correspondants auxquels répond Madame de Gaulle sont toutefois des anonymes que caractérise leur grande humilité. Yvonne prend ainsi la peine de répondre à un jeune homme aveugle de 33 ans ou à une infirme et veuve qui lui avait écrit. Soyez certaine que je comprends votre grand chagrin. Je reste seule. Les parents d'enfants handicapés sont les autres bénéficiaires de son attention. J'ai 14 ans. C'est à mon petit frère Jackie, infirme à 100%, que vous aviez envoyé le 3 janvier 1966 la somme de 30 francs. Et ça, mes parents ne l'ont pas oublié. Un autre témoignage montre une semblable gratitude. Monsieur de Gaulle et vous-même avez été si gentils envers notre fils Georges, enfant inadapté. Et même lorsque les familles n'ont reçu aucune aide particulière de la part des de Gaulle, elles se sentent redevables de leur attitude envers les handicapés. Je voyais avant tout en de Gaulle un époux et un père qui avait souffert du départ de votre fille Anne, et bien souvent, j'ai puisé force et courage dans votre dignité et celle du général, car je suis maman d'une petite Mongolienne. Elle aussi a le droit à une réponse. Les parents d'enfants handicapés partagent avec le général une même expérience.
et ressentent ainsi un lien particulier avec le couple présidentiel, d'autant que les de Gaulle leur apportent dès qu'ils le peuvent une aide personnelle. Anne de Gaulle, l'enfant trisomique d'Yvonne et Charles, est morte en 1948 à l'âge de 20 ans. Nous avons toujours eu pour vous et pour le général une sympathie toute particulière à cause de votre fille Anne. On se comprend mieux quand on a les mêmes peines. Nous aussi, nous avons une sœur infirme de naissance, et cette question, nous nous la posons souvent. Que deviendra-t-elle demain? Nous sommes alors à la grâce de Dieu. J'ai suivi aujourd'hui, vu le décalage horaire, la cérémonie à Notre-Dame, la messe si belle et si simple à Colombelles et deux églises. La cathédrale de Fort-de-France était trop petite pour contenir la foule dont le surplus est resté massé dans les rues avoisinantes. L'Association jurassienne de parents handicapés physiques ou mentaux déclare à Yvonne: Parce que nous sommes des parents d'enfants pas comme les autres, que vous avez vécu ces souffrances, ces angoisses, mais avez su aussi les dépasser et trouver à travers votre fille Anne foi et lumière. Vous avez été ainsi que le général de Gaulle, un exemple vivant de courage, de don de foi et d'abnégation. Une femme de Rouen a perdu un fils de 15 ans en 1941 et son autre fils Daniel, 25 ans, en 1962. Elle est veuve depuis 21 ans. Lors de la visite du général de Gaulle à notre ville en 1960, Daniel fut déposé dans un fauteuil roulant, ses 4 membres paralysés, auprès de la tribune. Après les discours, le général de Gaulle vint en premier remercier Daniel d'être venu et en lui souhaitant beaucoup de courage ainsi qu'à moi-même. Je n'oublierai jamais sa gentillesse. D'autres témoignages abondent. Le général n'a jamais hésité à se pencher sur les plus faibles, les plus déshérités de ce monde. Une preuve entre 1000 me vint à l'esprit. La fondation de cette maison pour handicapés mentaux, au-delà de la vallée de Chevreuse. Je viens d'apprendre la nouvelle brutale de la mort de M. Charles de Gaulle. Je suis très ému car à la lecture de ses vœux pour ses obsèques, le général a fait une chose qui m'a bouleversé. Renoncer à des obsèques nationales pour être enterré avec sa fille Anne. Ce geste magnifique montre la grandeur de cœur qu'avait le général. Je suis moi-même mère d'une petite fille mongolienne et je pense souvent à la douleur de la perdre un jour. J'espère qu'un jour, mon papa me conduira sur la tombe du général de Gaulle et de votre fille Anne, dont j'ai une grande sœur de 17 ans qui est aussi une inadaptée, que nous l'aimons tous très bien. Aussi, nous comprenons le chagrin, chère madame, que vous avez perdu votre fille Anne. Dans un petit coin perdu au fond des bois, dans les Vosges, un handicapé vient vous présenter ses condoléances. L'hospice de Toucharupt n'oubliera jamais la bonne visite que vous avez faite en 1961. J'ai toujours la lettre que vous m'aviez écrite il y a quelques années, quand ma fille Josette se trouvait à la Fondation Anne de Gaulle à Milou-la-Chapelle dans l'institution que vous avez fondée en souvenir de votre fille, mademoiselle Anne de Gaulle. Avec notre profonde reconnaissance pour les bons soins et l'affection qui, grâce à vous, entourent notre nièce Mireille, nous vous présentons nos condoléances très attristées. Une maman, se disant résistante, écrit à Yvonne pour lui dire que son fils handicapé a volé une mobilette, et elle demande, maladroitement, à la veuve du général de faire lever la plainte. Je vous demande de lever la sanction et d'annuler le jugement de tous les enfants inadaptés, jugés ce jour-là, à la même heure des obsèques du général. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes, inspirée des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Naudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sybille Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou,
Christopher Vaque et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.